Bonjour, je suis Didier Lambert, le fondateur de la plateforme Optique, une plateforme de veille et d'information dans le domaine des communications unifiées, de la collaboration et de l'expérience client. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'échanger avec Nicolas Marcoing, qui est responsable marketing produit chez Odigo. Bonjour Nicolas, comment vas-tu? Bonjour Didier, je vais très bien, merci. Merci de me rejoindre pour cet échange où on va parler d'intelligence artificielle. Peut-être quand même avant, en quelques mots, est-ce que tu peux nous redire qui est Odigo et son positionnement sur le marché français notamment, même si je sais que c'est une structure internationale? Bien sûr, alors Odigo, c'est un leader européen du domaine du CCaaS, donc du centre de contact en mode cloud. Et notre raison d'être, c'est vraiment d'améliorer l'efficacité des interactions entre une marque et ses clients. Et on s'appuie pour cela sur un catalogue d'offres qui couvre l'ensemble du parcours client. Donc depuis la collecte de l'ensemble des interactions, qu'elles soient vocales, digitales, on va pouvoir qualifier l'ensemble de ces interactions, les router vers le meilleur point de service, donc que ce soit en automatique ou par un conseiller. Mhm. Ce conseiller étant équipé d'outils Odigo ou de connecteurs avec les CRM. Et on a tous les outils également pour monitorer le suivi de la performance. Et puis pour terminer sur une présentation rapide d'Odigo, notre positionnement, c'est un positionnement triple. On est éditeur de notre propre solution. On est également intégrateur, notamment sur le marché français, et également opérateur, ce qui fait que les solutions d'Odigo sont garanties une offre de bout en bout pour servir environ 250 clients, alors en France majoritairement, mais aussi en effet sur le niveau européen de tout secteur d'activité. D'accord. Alors, on reviendra probablement sur ce positionnement, notamment sur la partie intégration, quand on parlera de déploiement. Auparavant, puisqu'on est là pour parler d'intelligence artificielle, je vais mettre un S aux deux mots. De quoi on parle chez Odigo quand on parle d'intelligence artificielle? Alors déjà, l'intelligence artificielle chez Odigo, c'est pas un sujet nouveau, mais c'est Mhm. un sujet qu'on suit depuis une quinzaine d'années autour des portails d'accueil. Donc c'est vraiment l'accueil notamment des interactions vocales avec la notion de langage naturel. Mhm. La philosophie chez Odigo, c'est vraiment d'orchestrer une ou plusieurs solutions qui peuvent être en effet développées en interne, mais aussi pris avec des partenaires externes avec qui on a des contrats très forts. Et c'est vraiment de mixer l'ensemble des solutions pour apporter le meilleur niveau de service. Et comme ce domaine de l'intelligence artificielle va très vite, on croit plutôt à cette notion d'orchestration. Donc historiquement, on avait voilà, des partenaires type Nuance, hein, il y a à peu près 15 ans, et ça nous a permis de bien comprendre ces solutions-là. Et puis aujourd'hui, on a d'autres types de partenaires. Donc on travaille beaucoup, on a un partenaire clé qui s'appelle Iluin Technologies, avec qui on travaille pour déployer cette IA, avec vraiment, je dirais, une idée clé, c'est que nos solutions d'IA doivent répondre à un besoin métier et doivent s'orchestrer, je dirais, dans la proposition globale des solutions de relations clients. Mhm. Il y a l'IA, mais il n'y a pas que l'IA. Donc, il faut vraiment que l'IA soit un plus et vienne s'intégrer et apporte énormément de bénéfices. On en parlera peut-être un petit peu après. Oui, c'est un vrai sujet. Où est-ce qu'on met le curseur? L'IA à tout prix, c'est peut-être pas une bonne idée, mais l'IA au bon moment et pour le bon usage, c'est peut-être plus raisonnable. Mais au-delà donc de l'écosystème partenaire, on a bien compris cette logique d'orchestration. Est-ce que concrètement, tu peux nous donner quelques Ouais. exemples d'applications? Alors concrètement, nous, l'IA, elle va être sur l'ensemble, je dirais, du parcours de traitement des interactions. Mhm. Le premier point, ce qu'on appelle l'IA pour qualifier. Donc là, que ce soit un dispositif vocal ou textuel, hein, c'est vraiment de pouvoir qualifier. Donc qualifier quel est le motif. Donc là, on a différents types d'IA, notamment des IA prédictifs qui marchent très bien aussi pour faire ce type de tâche. Comprendre aussi le sentiment, on peut déjà avoir une notion de sentiment qui va être à cette étape-là. Donc c'est vraiment les premières briques. Donc sous forme aussi de callbot, de chatbot, de WhatsApp bot, pas mal de choses. Donc c'est vraiment les premières briques de qualification. Deuxième phase qu'on va pouvoir déployer, c'est l'IA pour du traitement.
traiter automatiquement. Mhm. Donc, traiter automatiquement, ça peut être soit avoir des processus de bout en bout, soit aussi répondre à des questions, finalement, par exemple sur du chatbot, hein, répondre à des questions d'internautes sur des sujets d'entreprise. Là aussi, on a finalement un mix d'IA, notamment d'IA générative de plus en plus sur ce point-là. On a une troisième grande famille de catégories, c'est l'IA pour assister. Donc là, on est plus en effet vis-à-vis des conseillers. Comment l'IA a un impact sur le métier des conseillers. On sait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de tâches chronophages. Donc, Ouais. comment l'IA peut les aider? Donc là, typiquement, on a une solution pour les résumés de conversation qui permet de faire gagner du temps, mais qui permet aussi de fiabiliser, je dirais, l'information de l'ensemble des interactions qui ont eu lieu entre une marque et ses clients. Mhm. Puis, on a une dernière catégorie d'IA qui est l'IA, je dirais, pour analyser. Donc là, on a une gamme aussi d'offres et de solutions qui vont permettre d'analyser l'ensemble des verbatims, l'ensemble des conversations. Là aussi, on a une mine d'informations et l'IA permet d'exploiter plus rapidement. Donc, au lieu finalement d'aller lire l'ensemble des conversations, on va pouvoir derrière avoir deux grands buts avec cette analyse. Une partie analyse, je dirais, pour les superviseurs et puis pour la qualité. Et puis, il y a d'analyse d'un petit peu plus globale, donc d'analyser les différentes conversations pour comprendre les tendances. Ici aussi, de comprendre peut-être, analyser les sentiments, les émotions un peu plus précis. Donc là aussi, l'IA va nous apporter pas mal, je dirais, de bénéfices. Donc on voit bien que donc l'IA, ce sont des usages transversaux sur l'ensemble du parcours et de la relation, des points de contact avec les clients. La question de l'analyse ensuite de ces échanges, on voit bien l'intérêt en termes de rapidité, d'efficacité. Par contre, ce qui est intéressant après l'analyse, c'est les actions. Donc sur ces sujets-là, est-ce que l'IA va jusqu'à identifier des points d'action? Alors aujourd'hui, c'est plutôt ça des modèles qui seraient en test. On peut prendre un bon exemple. Je parlais du résumé de conversation. Mhm. C'est très intéressant comme cas d'usage. Donc avoir finalement un résumé, c'est pas finalement le plus compliqué. Par contre, derrière, c'est en effet comment on va traiter l'information Mhm. pour que ce résumé, nous, ce qu'on appelle actionnable. Oui. Donc actionnable dans le sens justement ressortir une action. Est-ce qu'il y a une prochaine action à prévoir? Est-ce qu'il y a un comité à organiser? Et tout ça, en fait, ça va se faire aujourd'hui plutôt par des phases justement de... Alors, il y a deux phases. Il y a une grosse phase justement avec les métiers. Donc, c'est là où on rentre. Je pense que c'est très important quand finalement on veut aller plus loin dans l'utilisation de l'IA. C'est premièrement de bien travailler avec les métiers, c'est-à-dire finalement quel va être l'objectif de l'IA. Alors, il y a un premier objectif, ok, c'est d'avoir un résumé, mais derrière, à quoi ça va servir? C'est là presque où c'est encore le plus important, puisque ça va nous permettre de faire finalement le paramétrage, et ça, c'est la deuxième étape. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec l'IA, et alors notamment l'IA générative, ou maintenant même on parle même aussi des agents IA, c'est de dire, voilà, finalement, pourquoi est-ce qu'on veut utiliser cette IA? On a ces actions-là, on les a définies avec le métier, et là, on va pouvoir tester, paramétrer, pour finalement lancer un certain nombre d'actions, Mhm. ou si on reprend finalement mon exemple du résumé, vraiment faire que le prompt du résumé eh bien, aille vraiment sur les deux, trois points qui sont les plus importants pour l'entreprise par rapport finalement à une conversation. Donc Ouais. ça, c'est quelque chose qu'on commence à voir, mais qui nécessite quand même aujourd'hui, il faut le dire, pas mal de phases évidemment d'échange, de tests, de pilotes aussi, et c'est là où en fait on a presque le plus de valeur. Alors justement, puisque tu parles d'échanges avec notamment les directions métiers, le ressenti d'un éditeur comme Edigo qui adresse le haut de marché, hein, je crois, ne pas dire de bêtises en disant ça. Donc, quel est le niveau de maturité, j'allais dire, de vos interlocuteurs chez les clients finaux par rapport à ces thématiques d'IA? Alors, je dirais que sur cette partie maturité des entreprises, on a en fait plusieurs cas de figure. On a certaines entreprises, je peux le dire notamment le secteur par exemple bancaire, Mhm. qui est plutôt en avance sur ces sujets-là et qui va monter des structures pour traiter ces sujets. Après, on a d'autres secteurs où on a moins cette maturité.
on a du coup beaucoup de questionnements, parce que forcément tout le monde a entendu parler de l'IA générative, donc avec toujours souvent la question, ben, quel est le ROI? Mais derrière, en effet, on ne s'est pas posé peut-être toutes les questions de ben, l'organisation, où sont mes données, est-ce que j'ai les bonnes données, est-ce qu'elles sont Mhm. propres? Donc tout ce cheminement de questions n'est pas forcément fait dans ces entreprises, mais on voit bien que le sujet par contre de l'IA est primordial et doit être étudié, on va dire, par l'ensemble des directions. D'accord. Alors, tu nous as dit dès le début, on se voit comme un orchestrateur, enfin, un chef d'orchestre, ce serait plus français, C'est ça. de ce qui se déploie chez nos clients. Justement, en termes de déploiement, comment on approche cette effervescence en matière de briques d'IA disponibles, autant celles que vous avez, vous, dans votre portefeuille ou avec vos partenaires, ou celles qui, éventuellement, sont préexistantes chez le client, notamment, je pense à des applications de relations clients. Comment on approche ça? Est-ce que c'est un travail d'échange avec le client pour donner la priorité à une IA plutôt qu'une autre, si on prend une fonction d'IA de transcription de résumé, par exemple, ou est-ce qu'il y a d'autres points qui rentrent en jeu dans ce genre de situation? Alors sur ce point-là, la question va toujours être vraiment le point central de bien définir son use case et son objectif. Mhm. En fait, je crois qu'il y a peut-être deux erreurs. C'est un de croire qu'il y a un modèle, on va prendre finalement le plus gros modèle, et c'est un modèle unique qui va faire l'ensemble finalement des tâches qu'on veut faire. Mhm. Et une fois que j'ai ce modèle, et ben, finalement, je vais pouvoir regarder et essayer de faire un certain nombre d'actions. Donc je pense que ça, c'est un peu un mythe aujourd'hui, parce qu'en plus, dès qu'on prend, par exemple, des très très gros modèles, il y a aussi un impact, hein, notamment un en termes de coût, qui n'est quand même Oui, pas neutre, oui. et deux, bah, après, il y a d'autres impacts, notamment environnementaux, etc., qu'on peut aussi avoir. Donc l'approche, elle est vraiment de partir finalement du besoin et après d'aller chercher finalement par rapport à mon besoin, euh, bah, quel est finalement le modèle ou l'IA qui va correspondre. Et donc on n'a pas forcément besoin d'aller prendre, je dirais, la Rolls-Royce par exemple, je dirais, du marché. Et je crois que c'est vraiment, en tout cas, cette démarche qu'il faut faire. Et c'est ça l'intérêt bah, de l'orchestration, c'est d'abord de se poser finalement sur l'objectif de l'IA, et après, à partir de ça, bah, d'aller chercher tel modèle. Surtout Partir pour des ce... besoins avant de parler technologie, C'est effectivement, je ça. pense que c'est un bon réflexe. Là, tu parles de modèles plus petits. Euh, Dans tout ça, tu l'as évoqué d'ailleurs à plusieurs reprises, la question du ROI. J'entends dire que les déploiements qui se font sont surtout des déploiements de tests sur des périmètres limités. On est dans des logiques de POC, justement pour démontrer dans un premier temps la faisabilité de ce que le client souhaite. Et éventuellement, mais il semble que ce soit pas aujourd'hui en tout cas la priorité, d'en calculer ou d'en construire un calcul de ROI. Est-ce que c'est quelque chose que tu vois aussi côté Odigo ou est-ce que finalement on a dépassé cette étape de POC et on est vraiment dans du déploiement à l'échelle? Alors, les déploiements, je dirais, rentables à l'échelle, on en a quand même déjà sur ce que j'expliquais, hein, sur notre premier pilier, sur la partie notamment de callbot, chatbot, qui notamment utilisent aussi une part d'IA générative, hein. On commence à avoir des déploiements quand même à large échelle. Donc, c'est important quand même de le souligner parce que c'est quand même une étape clé, je dirais, dans la partie traitement. Après, c'est vrai que sur d'autres cas d'application, notamment ce qui va être lié aux conseillers, on a encore beaucoup en effet de POC, de pilotes. On est plutôt sur cette phase-là. Je pense qu'il y a aussi la partie prise en main, hein, par les conseillers, je dirais, l'adaptabilité des métiers. Et ça, je pense que c'est un point aussi important sur lesquels les entreprises doivent travailler, parce qu'on met quand même un nouvel outil entre les mains des conseillers. Et bah, il faut qu'il y ait quand même une appréhension de ces outils. Mhm. Donc, je Mhm. crois que ça, c'est aussi quand même un point qu'il faut retenir. Mhm. Et puis, pour revenir, alors peut-être POC, pilote, il y avait aussi une question autour du ROI. Mhm. C'est vrai que c'est une question qu'on a systématiquement, Mhm. c'est-à-dire finalement quel est le ROI des solutions de l'IA.
moi, alors ça, c'est plus un conseil qu'on a, peut-être si on parle un petit peu de ROI, c'est essayer d'avoir une approche. Alors là, c'est une approche qui est pas mal dans la partie ressources humaines, quand on parle des objectifs des KPI. On parle souvent maintenant d'OKR, hein, donc c'est des objectifs avec derrière des résultats clés. C'est essayer déjà bien de définir, hein, je reviens sur, c'est quoi déjà c'est pas un objectif chiffré, mais c'est quoi mon objectif de mettre en place finalement l'IA. Donc c'est bien de déjà se poser cette question. Et après, essayer de réfléchir quand même à des métriques. Ça peut être une diminution de temps, en effet, pour un conseiller, mais ça peut être aussi un peu plus de process qui sont faits en moins de temps. Voilà, ça peut être aussi des métriques comme ça, mais qui vont servir à un objectif global. Donc, c'est bien en tout cas de se poser cette question que d'avoir ou de rechercher tout de suite le ROI, qui est évidemment celui en fonction de l'investissement que l'on va mettre, et de rechercher ce ROI brut. C'est en tout cas un petit conseil par rapport finalement à ces métriques que l'on veut calculer, parce qu'on veut évidemment que ça ait un impact si on met de l'intelligence artificielle. Je voudrais quand même, avant qu'on se quitte, aborder un sujet que tu as assez indirectement évoqué déjà, mais c'est celui de l'accompagnement des clients. Et là, je pense notamment à une catégorie de personnes, ce sont les consultants, les cabinets de conseil. Quels seraient les points importants, selon Odigo, auxquels ces cabinets de conseil doivent être attentifs pour correctement accompagner en amont leurs clients sur bah, le choix d'une solution ou en tout cas l'identification des besoins avant de parler de la solution elle-même. Et puis dans l'accompagnement et l'appropriation de ces solutions dans la durée chez ces mêmes clients. Sur ce point, je dirais qu'il y a plusieurs critères. Peut-être le premier critère vraiment pour les cabinets de conseil, c'est de regarder l'évolutivité du système. C'est-à-dire quand on va comparer finalement différents éditeurs, c'est est-ce que le système est évolutif? C'est-à-dire qu'on pourra passer facilement finalement d'un LLM à un autre LLM. Est-ce qu'on va pouvoir aussi peut-être faire un hébergement dans du cloud public, du cloud privé? Ça aussi, ça peut être, c'est intéressant. Je dirais que c'est un système, c'est vraiment un point clé parce que comme ça va permettre aux clients, hein, que les consultants accompagnent, bah, de pouvoir bouger avec je dirais, ce rythme de l'IA qui va très vite. Le deuxième, c'est ben, de regarder évidemment la solution, hein, quels sont évidemment déjà les cas d'usage couverts, mais de comprendre aussi, au-delà de l'outil, la méthodologie justement de projet et l'accompagnement. Oui. Euh, et puis peut-être le dernier critère, c'est la partie business model. Ça peut être intéressant d'avoir un business model aussi ben, qui soit évolutif. Évolutif en fonction justement des consommations, d'avoir quelque chose qui est assez transparent en termes de business model pour bien le comprendre, parce qu'il y a quand même beaucoup de variables, il peut y avoir beaucoup de variables et beaucoup de paramètres. Parfait. Eh ben, écoute, merci beaucoup pour tous ces éléments de réflexion. En tout cas, on voit que le sujet est vaste et assez nouveau et en permanence remis sur la table. Donc, un travail de veille d'information permanent, c'est à ça aussi que Uptic essaie de s'atteler. Écoute, il me reste à te remercier vraiment vivement pour cet échange et le temps que tu y as consacré. Et puis, j'espère qu'on aura l'occasion de reparler de tout ça peut-être avec d'autres angles de vue, mais je suis sûr qu'on ne va pas s'ennuyer dans les semaines, les mois, les années qui viennent sur ces sujets-là. Un grand merci, Nicolas. Eh bien, merci Didier pour l'invitation.